Non. Je crois qu'on est live. Hello Cool. tout le monde. Hello tout le monde, ravi de revenir dans ces studios, du coup avec Eva Lecoq aujourd'hui. Hello Eva. Coucou, enchanté tout le monde. Trop content déjà de pouvoir te recevoir. Moi c'est la deuxième fois du coup, mais trop cool. Cette fois avec une grosse annonce, enfin. Enfin, c'est bon, On c'est essaiera le de jour passer. J, je crois. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter comme tu souhaites? Alors, Eva Lecoq, j'ai 25 ans, je suis normande et du coup, je suis cofondatrice de Sova, une marque dédiée aux femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques? Oh là, très rapidement. C'est un dérèglement hormonal. Ok. Donc, c'est une maladie qui touche à peu près une femme sur 7 en France. Et ce dérèglement hormonal, il va donner un certain nombre de symptômes tels que l'absence de règles, l'hyperpilosité, la chute de cheveux, l'acné, la prise de poids, l'anxiété, la dépression, fatigue chronique. Enfin, il y a beaucoup de symptômes. Donc, c'est un dérèglement hormonal en fait, qui va être caractérisé un peu par une hyperandrogénie, c'est-à-dire que la femme va surproduire des hormones mâles. Donc c'est quelque chose d'incontrôlable, hein. C'est un dérèglement qui a lieu au niveau du cerveau. Et nous, on essaye de faire en sorte que ces femmes-là, elles vivent un petit peu mieux en leur apportant des solutions, à la fois sur l'éducation, comprendre le syndrome, etc., et via des compléments alimentaires. C'est lié à quoi? C'est génétique ou c'est Il y a une partie génétique et il y a une partie liée à l'environnement. Donc, tu vois, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, pollution, l'alimentation aujourd'hui qui est plus du tout adaptée, la sédentarité. Il y a beaucoup de choses qui vont aggraver l'apparition de ce dérèglement hormonal-là, en fait. Ok. Mais après, oui, il y a une grosse partie génétique aussi. C'est une maladie qui a toujours existé, même en grec antique, etc. Il y avait déjà des femmes avec une hyperandrogénie. Donc, ça a toujours existé. Et on en entend peu parler Ouais. aujourd'hui. Comparé à l'endométriose, par exemple, dont on parle beaucoup plus, le SOPK, ça touche autant, voire plus de monde, et on n'en parle pas du tout, en effet. Ça commence un petit peu, mais c'est léger. Et souvent, c'est au moment où les femmes veulent faire un enfant que c'est Exactement, dévoilé, en fait. et c'est ça le problème. C'est la première cause d'infertilité mondiale, parce que qui dit absence de règles dit absence d'ovulation, et donc va y avoir des difficultés à tomber enceinte. Pas toujours, mais c'est quand même, voilà, ça reste la première cause d'infertilité mondiale. Et en fait, c'est souvent traité sous ce prisme-là qui est l'infertilité et non pas du tout tout ce que ça représente autour, c'est-à-dire un inconfort de vie complet, un manque de confiance en soi parce que toute son apparence physique va être impactée, l'acné, l'hyperpilosité, la prise de poids, tout ça. Donc ouais, c'est malheureusement traité et généralement diagnostiqué qu'à ce moment-là. Ou alors ça peut être diagnostiqué plus tôt, mais c'est très peu expliquer aux patientes, si tu veux. Moi, on m'avait diagnostiqué à 21 ans, on m'avait pas expliqué, en fait. Okay. D'accord. On m'avait juste, on l'avait écrit sur les cours, on m'avait dit prenez la pilule, revenez me voir quand vous voulez des enfants. Alors que ce jour-là, j'étais diagnostiquée, mais on m'a pas dit ok madame, vous avez un syndrome, c'est ça, voici comment ça se passe, voici ce que vous pouvez faire, voici vos options de traitement, disons. On m'a juste écrit, on m'a dit pilule et basta, tu vois. C'est ouf ça. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pas pris le... Finalement, ils n'ont pas pris la peine de... En fait, il n'y a pas d'éducation autour du sujet. Bah non, parce que je pense que déjà, ça prend du temps. Enfin, nous, on le fait, mais tu vois, ça nous prend un temps fou et on a encore plein de choses à dire. Enfin, un médecin en consultation, il n'a pas forcément le temps de tout expliquer. Ok, généralement, il va te rediriger aussi. Donc nous, on essaye un peu aujourd'hui d'être ça, c'est-à-dire d'être une personne une marque vers laquelle on peut rediriger pour justement que les femmes, on leur explique ce que c'est, qu'elles apprennent comment adapter leur alimentation, etc. Parce qu'en fait, c'est un dérèglement hormonal qui se traite beaucoup par la médecine de l'hygiène de vie. Donc ça suffit pas toujours, ça suffit pas du tout toujours, mais quand tu adaptes ton alimentation, ton activité sportive, que tu gères ton stress, tu améliores ta qualité de sommeil, etc., tu peux retrouver un certain équilibre hormonal et améliorer les symptômes. Donc nous, c'est ce sur quoi on se base aujourd'hui pour essayer d'aider les femmes à mieux vivre avec, quoi. Mais c'est super intéressant parce que d'ailleurs le cycle des femmes, en fait, ça a été posé comme le 5e signe vital, en fait. Ouais, exactement. Souvent, mais ça reflète effectivement tout ce ta que santé. tu mets en place dans ta santé, dans ta vie. Et du coup, c'est bien de le voir de ce côté-là, au-delà de dire oui, on a des compléments alimentaires, mais on va pas juste vous donner un médicament et on traite un peu aussi la cause. Exactement. Donc, c'est une bonne approche, je pense que vous avez. C'est courant chez les femmes, au-delà de celles qui ont le SOPK, d'avoir des cycles qui peuvent sauter. Par exemple, d'avoir un jour
un cycle un peu plus long qu'un autre. Voilà, c'est des choses qui arrivent parce qu'en effet, ton hygiène de vie, comment tu vis, voilà, si tu as été très stressé, si tu as eu un choc, un accident de voiture, tu vois, tout ça, en guerre, par exemple, les femmes ont beaucoup moins leurs règles. Elles sont beaucoup moins fertiles parce qu'en temps de guerre, ton corps et ton environnement est tellement hostile à la reproduction que tu es en mode survie et tu n'es pas là pour te reproduire. Donc ça, par exemple, mais le SOPK, c'est différent parce que là, c'est vraiment un bug au niveau du cerveau aussi, quoi, au niveau du cerveau et des ovaires. Donc c'est vraiment une maladie avec laquelle tu nais et tu meurs, mais tu peux largement l'améliorer au cours de ta vie, quoi. Ok, trop bien. Et en fait, toi, quand tu as été diagnostiquée au final, tu n'as rien trouvé pour t'informer, Bah, en fait, c'est ça, quand j'ai vraiment compris que j'avais ça, parce que du coup, je l'ai compris que 1 an plus tard, quand en fait j'ai vu sur internet ça et que je me suis dit attends mais là ça me ressemble beaucoup et que j'ai redemandé à ma mère qui était en Normandie, moi j'étais à Paris, de reprendre mes examens, bah là oui c'était écrit clairement en fait, c'était écrit clairement. Moi j'ai regardé toutes les conditions de diagnostic, j'ai fait oh là c'est moi en fait, et donc j'ai été revoir un gynéco. Là il m'a expliqué, il a complètement minimisé le truc en me disant bon bah c'est rien en fait, arrêtez de pleurer, parce que moi j'ai fondu en larmes en fait quand il m'a dit officiellement c'est ça, parce que pour moi ça expliquait tellement de choses de ma vie qu'il y avait un mix de soulagement et de putain les enfoirés, pourquoi ils me l'ont pas dit plus tôt. En fait, tu ne mesures pas l'impact mental et émotionnel que tu peux avoir. Et bah lui il était là mais ça va, il y a plein de femmes qui l'ont, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Non, sur le long terme ça crée des vrais risques pour la santé, augmentation des risques cardiovasculaires, dépression, enfin plein de choses qui sont pas à minimiser, tu vois. Et ouais, du coup j'ai commencé à me renseigner en ligne, il y avait rien. Donc tout ce que je pouvais aller chercher, c'était aux États-Unis en fait. La plupart des choses qui existaient à l'époque, c'était États-Unis. Donc je lisais que des trucs en anglais, mais en français, il n'y avait rien. Ou alors c'était vraiment beaucoup trop en surface, tu vois. Ça donnait pas des réponses complètes. Parce que c'était le tout début, vraiment le tout début où on commençait à en parler en France. Et donc, 2 ans plus tard, on a lancé Sova, quoi. Génial. Voilà. C'est venu comment l'envie de lancer Sova du coup ? En fait, à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, moi j'ai cherché des solutions. Donc j'ai essayé plein de choses sur moi-même et tout. Au bout d'1 an, je commençais vraiment à aller beaucoup mieux. Ma vie avait complètement changé. Et notamment grâce à certains compléments alimentaires que j'avais commandés à l'époque. Et donc j'ai pris ce complément alimentaire pendant 2 ans et tout. Et là, on arrive à peu près vers mai-juin 2021. Et je dis à ma sœur, mon complément alimentaire, là, je le trouve plus. Je crois que le labo a arrêté de le produire. Sauf que j'étais un peu en panique parce que je me dis, OK, là, moi, j'ai mis des choses en place, tout va bien. Mais si j'arrête mon complément, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je l'avais déjà arrêté 1 mois et j'avais vu que voilà, j'étais de nouveau un peu fatiguée, l'acné revenait un peu. Donc, quand tu vois que ton labo arrête de produire le truc qui te fait aller mieux, t'es en panique. Et elle m'a dit... C'est une bonne motivation. Là. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, mais genre, ma sœur, parfois, elle sort des trucs comme ça et t'as l'impression qu'il y a une lumière qui lui traverse l'esprit. Et genre, elle me dit, mais c'est fou, vu comment ça t'a changé la vie, en fait, on devrait le refaire en France. Sauf que moi, j'avais déjà monté des boîtes et j'étais un peu entrepreneuse. Et j'ai fait, ouais, en fait, on va le faire. Et après, on était là en mode non et tout. Genre. Et en fait, on dormait plus. On s'écrivait tous les jours, on dormait plus, on était là en mode mais en fait, j'ai regardé, il y a personne en France qui fait ce qu'on veut faire. Mais la santé, il faut se lancer quand même. Surtout les compléments alimentaires, c'est très légalement, c'est bancal. Déjà la food, donc j'imagine, ouais. C'est très réglementé, mais à la fois aussi très bancal, tu vois. Genre, c'est réglementé, mais il y a plein de zones de flou. Telle personne te dit telle chose, l'autre labo te dit le contraire, tu vois. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc au début, c'était la partie, la R&D, le développement des compléments alimentaires, c'était le plus dur. C'était vraiment, vraiment le plus dur. Ça vous a pris combien de temps d'ailleurs ? Ça nous a pris, tu vois, on a eu l'idée en mai et on a lancé le 31 mai 2022, donc 1 an. Et je pense qu'on a vraiment trouvé le labo avec lequel on a produit les compléments, genre 2 mois avant la campagne Ulule. Parce qu'en fait, c'est dur à trouver. Ouais, parce qu'en fait, ils nous envoyaient bouler en mode encore une autre marque qui veut se lancer. Des petites quantités. Ouais, tu as des petites quantités, machin. Ouais. Et en plus, là, le labo avec lequel on travaille, c'est un gros labo qui travaille avec des grosses marques de compléments alimentaires, des NVB plutôt. Ouais. Et donc, du coup, lui, si tu veux, il est là encore une autre, quoi. En plus, on lui dit, on se lance sur le sujet du SOPK. Il faut, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle, qu'est-ce que c'est une niche, ouais. Mais du coup, on a essayé d'être sérieuse quand on a déposé on a déposé les statuts assez vite avec un gros
gros capital social pour leur montrer pour que... rassurer, ouais, parce qu'en fait, on peut mettre 500 minimum, et nous, on a mis 5000, tu vois, volontairement, pour dire, écoutez, on est sérieuse là, à propos de ce qu'on fait. Donc, on vient de mettre 5000 dans la boîte, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Et ça va, là, après, c'était déjà différent, le traitement. Quand tu leur dis ton SIRET, ton capital social... commence à te prendre un peu plus au sérieux, quoi. Et comment vous avez fait la formulation? Parce que c'était nouveau pour eux, comme ils n'avaient pas l'habitude de faire la vérité, c'est qu'on l'a fait nous-mêmes sur les 2 premiers et que c'est nos best-sellers et ils marchent de ouf. Génial. Parce qu'en fait, c'était 2 produits qui étaient assez simples dans le sens où on adressait une des problématiques du SOPK qui est la résistance à l'insuline. Et en fait, la résistance à l'insuline, il y a tellement d'études dessus qu'en fait, il fallait juste bien lire les études et tu pouvais faire ta formule assez facilement, quoi. Tu t'es inspiré peut-être de ce qu'il y avait aux États-Unis aussi. Il y avait la concurrence. En fait, on a fait un mix de la concurrence, de ce que nous, on lisait dans les études scientifiques qui prouvaient que tel milligramme de telle plante faisait tel effet, tu vois. Sûr, Après, tu regardes en France ce qui est légal et pas légal. Par exemple, pour la berbérine, tu peux pas aller au-dessus de 300 mg. Ok, bon, voilà. Après, du coup, tu complètes avec d'autres plantes. Donc, c'est surtout des plantes ou... plantes et minéraux et vitamines. Ok. Ouais, donc, un mix de tout. Et on a confronté cette formule à plusieurs naturopathes, micronutritionnistes, mais qu'on n'a pas payé, tu vois, juste on envoyait notre formule en DM Insta, on leur disait qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde disait franchement c'est génial, je vois rien à dire. Donc on a fait let's go parce qu'on n'a pas de budget et en fait ils marchent trop bien les produits, quoi. Et tout le monde nous félicite aujourd'hui pour ces produits alors qu'on les a fait nous-mêmes. Mais par contre maintenant pour les formules, pour les prochains produits, sauf oméga 3, vitamine D et magnésium qui sont des trucs de base, on a vraiment payé des ingénieurs, des cabinets R&D, des gens qui sont très très chauds en formulation, parce que là on part vraiment sur de l'innovation, alors que sur les 2 premiers c'était beaucoup plus simple. C'était de l'innovation, mais il y avait tellement d'études qui backaient le sujet que c'était facile. Attends, quand tu fais une formule comme ça, tu fais ta formulation, tu la soumets à ton labo. Avant de pouvoir la produire en grande quantité, il faut la faire valider par une commission ou un truc, non? Non, même pas. En fait, eux, ils font des tests labo pour voir que la poudre, elle se mélange bien, qu'elle est belle, que ta gélule, que t'as pas d'interaction de matière entre elles, parce que tu as des vitamines qui, avec des plantes, vont mal réagir. Donc, par exemple, tu vas tester ça en laboratoire sur des vraiment toutes petites quantités pour voir comment ça évolue. Et après, tu produis. En fait, tu déclares ton produit à la DGCCRF. Maintenant, au début, quand on déclarait, on n'avait même pas de retour de la DGCCRF. C'est-à-dire que tu déclarais ton produit, il pouvait être mauvais, et ils ne te le disaient pas. Maintenant, c'est passé sur la DGAL, donc c'est plus en lien avec le ministère de l'Agriculture, je crois, et de la Food. Donc c'est le même organisme qui vérifie. Et là, par contre, ils te font un retour en disant si oui ou non c'est bon. Mais avant, non. C'était il y a jusqu'à assez dingue que ce soit aussi en food. En fait, en France, tu peux lancer ta boisson. Il n'y a pas de contrôle. Donc moi, je suis passée aussi par un producteur qui sait faire, mais c'est quand même bizarre de se dire on peut lancer un complément alimentaire sans... Je peux te faire prendre des plantes qui potentiellement vont pas te tuer, mais qui peuvent te rendre très malade si je mets 2 plantes entre elles qui ont des interactions qui iraient pas pour ton corps, tu vois, tu peux tomber malade et au calme. C'est un vide juridique, ça, pour le coup. Non, mais c'est exactement, et c'est ça le problème des compléments alimentaires. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de fake med et tout, et que les compléments alimentaires, c'est vu comme un milieu de merde un petit peu, parce que tu peux à la fois faire de la qualité de ouf et faire de la grosse merde, et personne ne saura la différence. En fait, c'est quand il y a un problème, au final, qu'ils réagissent. Si tu as un problème à grosse échelle, là, ils disent, OK, on va comprendre le truc. Ou alors sur dénonciation aussi. En gros, la plupart des compléments alimentaires, tu peux à un moment prendre un contrôle et tu vois, ils vont vérifier tout ton site, voir que tu fais pas de fausses promesses, etc. Et ça, généralement, c'est sur dénonciation. Donc, tu es un peu dans un flou pour l'instant. Nous, c'est pour ça, c'était un peu dans un flou où tu peux arriver à un moment où, en fait, tu fais trop de bruit. Tes concurrents, ils aiment pas, ils vont te dénoncer. Sauf que le jour où il y en a un qui te dénonce, toi, tu dénonces tout le monde aussi. Donc après, c'est toutes les personnes d'un même secteur qui vont se faire toquer, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu comme ça se passe par secteur et voilà, tu as des contrôles. Dès que tu fais, je pense que c'est pour ça aussi que nous, on communique sur notre chiffre d'affaires, on est à l'aise, mais on va bientôt se taire aussi. Parce qu'à partir d'un moment, si tu es trop visible, on va se faire attraper, tu vois. Après, on est réglo. Nous, on se considère quand même pas mal réglo. Mais vu que tu as un flou sur pas mal de sujets, c'est vraiment très complexe, tu vois.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'une autre manière, je trouve que vous avez tout intérêt à rester comme ça, tu vois. À jouer hyper fair et tout. De toute façon, on communique. Peu importe, amenez-nous des gens si vous voulez. Ouais. Tu vois, genre côté... c'est vrai, côté image et tout. Oui, c'est sûr. Tu joues vachement plus dans la cour des grands. Tu vois, en mode, j'ai pas peur. De toute façon, je sais ce que je fais. Oui, mais bon, après, voilà, tu sais jamais avec qui quand t'as des gros labos en face de toi, tu sais jamais à qui tu t'adresses non plus, tu vois. Donc, il n'y a pas de concurrence pour le moment. Ah bah si, nous on a de la concurrence, on a des gros labos qui ont lancé du coup. En fait, qui avaient déjà des produits présents en pharma, mais c'est juste que nous, c'était des produits qui nous convenaient pas. Donc on a fait mieux, tu vois. D'accord. Okay. En fait, dans le sens où ils avaient par exemple des agents de charge, des additifs dans leur un peu controversés dans leur formule. Okay. Nous, on n'a aucun additif, aucun agent de charge. Les molécules, par exemple, tu vois ton magnésium, le truc que tout le monde connaît, le magnésium, tu dois avoir 5-6 formes, même plus, je pense, de magnésium. Tu peux avoir du sel de magnésium, donc ça c'est de la poudre de, c'est rien en fait, c'est même pas. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas clair tous ces compléments alimentaires. Voilà, et après tu vas avoir la forme la plus biodisponible qui est le bisglycinate de magnésium. Mais ça, quelqu'un qui connaît pas n'en sait rien. Et du coup, nous, quand on a commencé à se renseigner, à connaître, on voyait que tout ce qu'il y avait chez les grands labos ne nous convenait pas parce qu'il n'y avait pas les formes typiquement optimales, par exemple de magnésium, de zinc, etc. D'accord, donc de qualité moindre aussi. De qualité moindre. Et ton corps d'absorption, ton corps n'assimile pas tous les nutriments, quoi. Ok, intéressant. Ouais, carrément. Moi, de ce que j'ai l'impression de comprendre, pour revenir un peu d'un point de vue business, en gros, vous avez identifié un truc, vous vous êtes dit, allez, go, on va tenter par nous-mêmes. J'aime bien l'esprit un peu lean startup, tu vois. Genre, je crée un petit MVP, je le fais, etc. Mais est-ce que tu t'es senti vite, ou vous vous êtes senti plutôt vite dépassé par le succès, peut-être des produits ou autres? Clairement, en fait, quand on dit on a fait 1 million en 1 an, c'est un peu faux parce qu'on a passé, ça fait 1 an et 4 mois qu'on existe, mais en fait, les 4 premiers mois, on n'a pas vendu parce que dès qu'on avait du stock, elle le vidait en 2 jours. J'adore, trop bien. Donc, vous avez lancé une campagne de crowdfunding, en fait, on a fait campagne Ulule. Ouais. Il nous restait un petit peu de stock. On a lancé le site. Une semaine plus tard, plus de stock. Combien de préventes sur Ulule, on a eu 250 clientes. Ok, génial. Donc à peu près 18 000 €. Super, c'est une belle campagne. Sympa, c'était sympa. Donc trop bien, on envoie les premiers retours des clientes, enfin truc de malade. Sauf que voilà, on lance notre site, elle nous dévalise. Le labo à l'époque nous prenait pas trop au sérieux, on recommande, tu vois, mais du coup le stock arrive genre 1 mois plus tard, on le remet en ligne. En attendant, on avait fait de la précommande, on a toujours été en précommande, mais en précommande, t'oses même pas parler de tes produits, tu vois, tu les mets pas en avant parce qu'en fait tu te dis tu vas les décevoir, ils vont arriver sur le site. Enfin, vraiment, on parlait quasiment pas des produits, on s'est concentré sur le média, faire grossir la communauté. Et donc pareil, je pense mi-octobre, on reçoit notre stock dévalisé. Novembre, pareil. Décembre, on a vraiment eu 0 stock. Donc, tu vois. Et par contre, à partir de mi-janvier, là, on a vraiment fait des plus grosses commandes parce qu'on avait aussi la trésor qu'on avait réussi à avancer et tout. Et là, à partir de janvier, et depuis janvier, on vend en continu. Et c'est pour ça qu'on fait ce chiffre d'affaires-là. Et on s'est senti dépassé déjà par le sujet de stock, où en gros, à chaque fois, on faisait des prévisions beaucoup plus ambitieuses, mais elles arrivaient quand même à tout nous prendre, quoi. Non, mais c'est génial quand ça fait ça. C'est le rêve de tout entrepreneur. Ouais, mais après, il faut suivre. Ouais. Du coup, moi, je dirais que parce qu'en plus, on avait la communauté en face, on n'a pas été assez ambitieuse. Mais ce qui fait que maintenant, on l'est beaucoup plus. Oui. Maintenant, on s'est rattrapé, on l'est beaucoup plus. Et oui, cette année, on s'est senti dépassé. Je pense que c'est surtout cet été. Où c'était quand on était à Marrakech avec Kylian, j'étais là, je crois qu'on passe dans une autre dimension là. En fait, on a fait notre premier mois à 100 000 en juin, et avec ma sœur, on était là en mode mais qu'est-ce qu'on a entre les mains, dans le sens où en fait tu te dis ok, donc je peux vraiment, en fait je suis pas petite quoi, je peux être très grande en fait. Surtout en moins d'1 an. Je pense que 100 000 € par mois. En 6 mois. En 6 mois, et là, du coup, on a fait 200 000, tu vois, le mois dernier. En fait, on s'est dit, OK, il y a un besoin. OK, nos clientes reviennent parce que, bon, au final, si tout le monde a acheté une fois... C'est la récurrence. Là, on a 40% de récurrence. Et la recommandation. Et notre source d'acquisition, j'ai mis, il y a une semaine, un post-purchase. Bon, j'ai honte de ne pas l'avoir mis, mais un post-purchase survey. Après, tu as 15% de recommandations. C'est énorme. Je savais pas. Donc là, on découvre qu'on a 15% de referral, tu vois. Donc c'est-à-dire que les gens en parlent, les gens réachètent, donc nos produits fonctionnent, tu vois. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, du coup, on continue de conquérir des nouvelles personnes qui nous découvrent et qui kiffent, quoi. Donc là, on est un peu en mode
c'est trop beau pour être vrai et je sais pas, on est un peu sur une bulle, mais aussi on a un peu peur, tu vois, parce qu'on recrute, t'es obligé de mettre les moyens en face, tu parles plus quand tu signes un prestataire, tu vois. Avant, on était là à 10 000 euros. Maintenant, on est là à 60 000 euros. Bon, ça va, tu vois. Et du coup, c'est angoissant. Le changement d'échelle est angoissant, vraiment. Ouais, carrément. L'hypercroissance, c'est jamais simple à gérer. Parce que tu te dis, tu sais, c'est comme quand tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup. Tu te dis, mais imagine, tu perds tout. Mais exactement. Qu'est-ce qui se passe demain si je me réveille et que c'est un rêve? En gros. Surtout que sur les compléments, tu peux avoir ton produit qui arrive en entrepôt et tu as, je sais pas, il a subi un choc thermique et tu perds toute ta prod. Et en fait, tu perds 6 mois de produit, du coup. Vous n'êtes pas assuré là-dessus? Si, t'es assuré, mais même, du coup, tu fournis pas ton produit. Bien sûr. Tu vois, si demain, vous avez des longs délais de... en production, oui, t'as 8 semaines, tu vois. Il suffit que ton... Oui, parce qu'en plus, c'est les matières. Voilà, ton labo, il n'est pas la matière première. Est-ce que tu peux pas baquer ça en divisant tes sources, par exemple, tu vois, de production? Maintenant, ce qu'on fait, c'est sur les produits les plus importants, on fait des contrats à l'année. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage sur tant d'unités du produit et eux, ils s'engagent à avoir la matière première toute l'année et ils nous produisent 20 000 par 20 000, par exemple. Ouais. Ah, c'est cool ça. Donc maintenant, on fait ça parce que oui, et moi, c'est ma pire angoisse, c'est qu'en fait, un jour, il y a un souci sur un produit et des choses que tu peux pas contrôler, tu vois. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, moi, je trouve que ce qui est cool avec toi, c'est qu'on voit le changement d'échelle vite. Tu vois, c'est en mode, au début, j'avais des problèmes et j'ai eu plein de problèmes. Ouais. Et du coup, c'est d'autres décisions. Tu vois, genre, par exemple, cette logique de la production et donc du coup, du fait d'avoir des produits tout le temps, en gros, ça t'oblige à anticiper, tu vois, et du coup, à remettre un peu en question tes méthodes de production, tes méthodes de distribution, etc., assez rapidement. Ça doit pas être facile à gérer, pour le coup. Ça, c'est un petit peu... et surtout que tu contrôles pas. En fait, tu peux même vouloir te dire, l'idéal, ça serait qu'on fasse ça. En fait, ton laboratoire en face, il n'en a rien à faire, quoi, de tes problèmes. Oui. Lui, il fait ce qu'il arrange. Donc, c'est vraiment de la négociation. Là, on rentre dans des négociations où, c'est plus du tout, tu parles plus des mêmes budgets. En fait, je sais pas comment dire, c'est vraiment... c'est... Même si tu identifies le problème et que tu veux le résoudre sur ces sujets-là, c'est pas en ton contrôle. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Mais ils vous prennent quand même un peu plus au sérieux maintenant. Oui, maintenant, oui. Maintenant, et de plus en plus, quand on leur dit qu'on n'est pas content et qu'on cherche ailleurs, ils font voilà, oui, le rapport de force. Voilà, le rapport de force s'inverse, mais c'est toujours pas. Ça reste des laboratoires qui ont beaucoup de clients et voilà. Donc c'est un peu pareil en food. Oui, j'imagine. Problématique. Ouais, toi, t'as les mêmes, c'est clair. C'est ça. Moi, il y a un truc qui me parle de fou, mais logiquement, c'est la partie communauté. Et toi, tu disais, je viens de mettre en place un post-purchase, un post-purchase, Et en vrai, j'ai bien aimé la phrase de « j'ai honte de ne pas l'avoir fait avant mais trop. Genre. Et c'est marrant parce que personne ne le fait. Moi, je vois plein de trucs passer en ce moment sur LinkedIn qui sont arrêtez de poser des questions à vos clients, il faut les observer plutôt. Mais en fait, c'est juste une question de prisme, en gros, genre, non. Tu vois, genre d'orientation de vision, en gros. Et moi, je comprends pas ce genre de truc. Ça me dépasse, arrêtez de parler à vos clients, bien sûr que non. Alors, bien sûr, il faut les observer parce que le déclaratif et le non déclaratif, c'est différent. Donc, nous, on continue d'échanger beaucoup avec eux en DM, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à 50 DM, on doit en traiter 60 ou 70 DM par jour. Donc, déjà, il y a cette donnée quali qu'on reçoit quotidiennement. Tu as les commentaires sous les posts, tu as les mails que tu reçois sur ton site, les questions qu'on te pose tout le temps. Donc, tu sais qu'au final, tu dois t'améliorer là-dessus et tout. C'est vous qui les lisez encore tous les jours ? Du coup, on a recruté pour ça cet été, justement, quand on a un peu changé de perspective, on a fait là, on peut plus faire ça. Non, mais j'imagine. Mais elle nous envoie des comptes rendus réguliers, c'est-à-dire qu'elle va dire, moi, cette semaine, j'ai eu beaucoup cette question qui est revenue. Ok, comment on fait pour y répondre et qu'on n'ait plus cette question, tu vois. Bon, au final, t'as beau écrire partout sur ton site, prenez 2 sticks par jour, un matin, un soir, et t'as la question 10 fois par jour. Mais le truc du déclaratif et de la communauté, donc on est en train de faire avec Kylian une enquête. L'enquête annuelle là, sur Sova. J'ai trop hâte. Enfin, là, je ne pense qu'à ça, à cette enquête et au résultat à la donnée qu'on va ressortir de cette enquête. Parce que nous, on fait une enquête annuelle. C'est la deuxième du coup qu'on fait parce que ça fait 2 ans qu'on existe. Et en fait, à chaque fois, c'est une mine d'or. L'année dernière, on en est ressorti avec une to-do pour améliorer, si tu veux, l'expérience avec Sova, qui était incroyable. Et aujourd'hui, le paiement en plusieurs fois, c'est des choses qui sont ressorties de cette enquête qui, si en fait on n'avait pas eu
je sais pas, si le truc était parvenu 100 fois dans le questionnaire, on ne l'aurait pas mis en place. Tu peux pas savoir. Tu te dis c'est pas la priorité. Bah oui, parce que les gens, ils vont pas ils t'envoient de temps en temps un message pour dire le paiement en plusieurs fois. Mais entre eux, quand tu leur demandes et eux, et le fait qu'eux prennent l'effort de t'envoyer un DM pour te dire ce serait bien que vous mettez le paiement plusieurs fois. Et ceux qui n'ont pas acheté en plus. Et voilà. Donc du coup. Et encore, tu as parfaitement raison. Et encore, tu parles d'outillage. Tu vois, finalement, ça c'est de l'outillage pour améliorer l'expérience client ou autre. Mais souvent, dans les enquêtes clients, tu as des trucs beaucoup plus profonds. Tu vois, là, le truc sur est-ce que je dois disparaître ou pas. Par exemple, en fait, il y a une des. Je vais mettre le contexte. En gros, on travaille. Ça m'intéresse. J'ai envie de dire non. En fait, moi, je travaillais du coup sur Sova de base sur une enquête, ce qu'on fait avec Prism, client, communauté, etc., et mixer le tout. Et Eva m'a dit, ce serait trop cool qu'on mixe le tout, quitte à faire une enquête. On va dans le... Et le gros sujet, c'est une fois que tu es en hyper-croissance comme ça, quand tu es au cœur de la communauté, ce qui est le cas d'Eva, comment tu fais pour te détacher, tu vois, un peu de cette communauté, tout en gardant la communauté méga embarquée et tout en restant le plus au contact, tu vois. Et gros sujet, tu vois. Et en gros, si tu poses pas cette question, bah déjà, tu peux, en posant cette question, je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. Globalement, et tu vois, on va réussir à avoir une tendance de quelle approche mettre. Et du coup, derrière, tu peux aller chercher un plan d'action opérationnel, tu vois, pour comprendre est-ce que du coup, tu mets quelqu'un qui... quelle image tu vas suivre, tu vois, derrière. Est-ce que tu vas plutôt prendre quelqu'un qui a aussi la SOPK, qui n'est plus Eva, tu vois, et qui a une approche tellement différente. Est-ce que c'est plutôt un truc que tu vas chercher en mix, par exemple, Eva qui reste présente et qui embarque quelqu'un avec elle à mesure pour se détacher. Tu vois, en fait... Moi, je comprends pas aujourd'hui, c'est normal, après j'ai un peu cette déformation professionnelle, mais j'ai du mal à comprendre les CEO, les dirigeants plus globalement, qui gèrent une boîte sur leur savoir et leur intuition, tu vois. C'est essentiel de parler aux clients. Sans embarquer les clients, la communauté, les partenaires. Tu vois, c'est pareil, on a eu une discussion récemment. C'est fou à quel point il y a une tension dans la concurrence dans certains domaines. Je pense que vous êtes sur deux marchés assez spécifiques, tu vois. Pour moi, de toute façon, où la concurrence, vous avez une rue de concurrence, c'est ça que je veux dire. Et souvent, les gens aiment bien se tirer dans les pieds, quoi, entre eux. Ah ouais. Je comprends pas ça. Ouais, moi non plus. Moi, je suis tellement chill par rapport à la concurrence. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Beaucoup de trucs se passent sur la délation. Sur la délation, ouais. Nous, ça va être de la délation, ouais. Mais moi, je trouve ça ouf parce que comment tu fais pour développer ta boîte et éduquer encore plus ton marché si tu es tout seul, en fait. Bah oui, non, mais exactement. C'est encore plus intéressant, tu vois. Du coup, vous pouvez arriver avec des trucs complètement différents. Il faut des clients pour tout le monde. Exactement, sur le kombucha, tous les gens à construire, et moi je parle très souvent à mes concurrents, j'en dis que du bien. Et effectivement, il y a encore tellement de place pour tout le monde que je comprends pas le... Moi, tous les gens qui parlent du SOPK, je suis ravie, parce qu'en fait, ça permet à d'autres personnes d'être diagnostiquées, ça permet aux gynécos peut-être de commencer à se poser des questions, comment mieux prendre en charge des gens. Enfin, bien sûr qu'il faut parler du SOPK, tu vois. Et je veux rebondir sur le truc où tu disais... comment tu fais ta boîte seulement à la vision, comment tu peux faire une boîte seulement sur la vision et ne pas demander à tes clients. Moi, je pense que tu as aussi un truc où parfois tes clients, tu leur poses des questions, mais eux, ils choisissent ce qui les arrange. Bien sûr. Tu peux pas faire tout ce qu'ils disent parce que eux, ils se rendent pas compte du coup que ça implique derrière et qu'en fait, c'est pas forcément la bonne solution pour eux. Genre, nous, ils font que de nous demander Ovastar, tu vois, c'est un pharmastique, et ils nous demandent tout le temps, dès que ça ressort, dès qu'on fait une enquête, ils nous demandent, nous, on veut Ovastar en gélule. Ouais. Sauf que nous, produire de production, ça va être plus compliqué déjà pour réduire et négocier les coûts de notre produit. En termes de stock, en termes de plein de trucs, c'est vraiment plus compliqué à gérer. Et le truc, c'est que les gélules, tu te rends compte que tu vas moins l'emporter. Tu vas moins l'emporter dans ton sac. Du coup, tu vas plus oublier de le prendre. Du coup, tu vas moins avoir d'effets. Du coup, nous, ça nous arrange pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les filles, elles ressentent des effets. Donc, tu peux pas non plus tout le temps écouter ta communauté. Mais c'est un équilibre. C'est un équilibre à prendre, tu vois. En fait, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Mais écouter, ça veut pas dire appliquer. C'est pas pareil. Oui, voilà. Écouter, c'est savoir. L'idée de moi, quand je dis il faut écouter ses clients, sa communauté ou autre, c'est en fait ce que typiquement nous dans nos programmes, ce qu'on va chercher, c'est ce qui a de la valeur pour la communauté et ce qui a de la valeur pour les clients. Toi, tu vois, du coup, tu sais que ça, éventuellement, ça a de la valeur. Mais effectivement, si tu le croises pas avec le caractère innovant de ce qu'il y a côté collaborateur, partenaire, et donc dans l'offre au final, tu peux pas trouver cette espèce de principe central, tu vois, de ce qui a de la valeur pour tes clients et ta communauté, et ce qui est innovant sur ton marché et qui est possible pour toi. Parce qu'évidemment, il faut que ça ait un coût
potentiel pour toi. Mais globalement, en fait, si tu parles ni aux uns ni aux autres, en fait, tu sers à rien. Oui, exactement. Non, sur ton savoir et ton intuition, et tu es là en mode one way, et tu as plein de gens qui se plantent, tu vois, comme ça, je trouve. Et d'ailleurs, sur la communauté, c'est impressionnant, du coup, ce que vous avez réussi à construire. Comment tu as construit une communauté aussi forte? Quels sont les facteurs clés de succès, tu dirais? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Et c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui essaye de construire des communautés. Grave. Et donc, je pense qu'ils seront très preneurs de tes conseils. Ouais, carrément. Ouais, je pense que c'est un... En fait, c'est dur. Moi, j'ai juste l'impression de faire ce que j'aurais aimé voir à l'époque où j'ai été diagnostiquée, c'est-à-dire répondre aux problèmes, trouver une page qui répond aux problèmes que j'ai, donc à la fois qui me donne de l'information, qui me fait déculpabiliser. Je pense que si tu parles d'un point de vue vraiment comment on a fait pour péter sur Instagram, par exemple, c'est on a fait des reels avec des musiques tendances, on a publié tous les jours. Un peu ces trucs là qui font que l'algo te met en avant, donc là déjà si tu respectes tous ces points là et qu'en plus tu fais du contenu intéressant, tout le monde peut péter sur Insta, tu vois. En fait, vous vous êtes mis à la place de votre client. Oui, c'est ça. En fait, pas tout le monde le fait déjà, et vous essayez d'apporter de la valeur vraiment au-delà de juste vendre votre produit. Donc, et puis, en fait, c'est ça. Presque, on a des gens qui nous suivent, et ça, c'est un problème qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Mais on a des gens qui nous suivent aujourd'hui qui ne savent pas qu'on fait des produits, qui pensent qu'on est une asso. Non, mais ça, c'est fort. Oui, mais ça veut dire forcément bien. Mais... Non, mais ça veut dire que vous apportez tellement de valeur. Non, mais vous apportez tellement de valeur qu'il n'y a pas besoin de croire au produit pour vous suivre. Exactement. Je suis d'accord avec ça, mais du coup, tu peux peut-être les convertir. Et t'en as même qui... C'est en fait, t'as une base de lead de ouf, en fait. Oui, mais t'en as même qui, en fait, nous suivent, nous kiffent, mais savent qu'elles ne prendront jamais nos produits. Ouais. Genre parce que elles y croient pas forcément, tu vois, au fait que les compléments alimentaires ça peut aider. Au bout d'un moment peut-être qu'elles vont non, mais je vais avoir besoin de les convaincre, mais ça peut mettre 2 ans. Mais moi je m'en fous en quelque sorte que ça mette 2 ans à les convaincre. Ils les prendront quand elles seront prêtes. Je préfère qu'elles les prennent avec conviction qu'elles les prennent en se disant de toute façon ça va rien me faire, parce que là forcément ça va rien te faire. Non, mais c'est ça la vision long terme quand tu construis une communauté. Exactement. Tu donnes et que ce soit vrai, pour communauté, pour ton réseau, pour tout dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mais tu sais pas à quel moment ça va payer, si ça va payer, mais par contre quand ça part c'est exponentiel, et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez vécu, c'est vraiment vous êtes give first, en fait, c'est la notion de give first. Et Théo disait tout le temps ça, il faut être give first. Et en fait, quand t'es give first, ça te revient, tu vois. Ouais, et nous, c'est ce qu'on est. C'est genre, on est grave, on donne. Et puis, on donne vraiment sans limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le contenu n'est pas... il est rentable parce que, si tu veux, il nous permet d'avoir une acquisition organique et tout. Mais en termes de temps que j'y passe, de moyens... Combien de temps par jour, mais je pense par semaine, je suis à 2 jours par semaine à gérer le contenu, que ça soit les articles de blog avec les naturaux, le podcast. Tu vois, le podcast, on a... là, on a passé 70 000 écoutes sur le podcast, ce qui n'est pas non plus énorme il y a 17 épisodes et tout, tu vois. Pour un sujet de niche, guillemets, moi, je trouve pas. Avec la communauté qu'on a, je trouve que ça pourrait être plus. Mais c'est pareil, encore une fois, on ne met pas de ouf en avant, mais bref. Et le podcast, on est complètement déficitaire sur le podcast. C'est purement... On met du moyen. Non, mais on met du moyen de ouf, ça nous rapporte rien. Mais nous, juste, on kiffe parce qu'on a l'impression, en 1 heure, d'avoir apporté tellement de valeur, tu vois, qu'on s'en fout. Genre, il nous coûte de l'argent. Moi, il me prend 3 heures par semaine. 3 heures quand tu es dirigeante d'une entreprise qui commence à devenir sérieuse, c'est beaucoup, tu vois. C'est énorme. 3 heures, même avec le déplacement, la préparation, je pense que je suis à 4-5 heures, tu vois. Mais en fait, juste quand une nana me dit j'ai des problèmes, j'ai tout le temps des troubles digestifs, je lui dis attends, écoute cet épisode, il va te changer la vie. Et elles sont putain trop bien, quoi. Genre vraiment trop intéressant. Ah, c'est dingue, ouais. Donc si tu veux, on le fait vraiment juste pour ça. T'as de l'impact vraiment sur la vie des gens, quoi. Donc c'est fort comme driver. Oui, c'est pas mal. C'est grave. De toute façon, le format podcast, c'est pas un format rentable. Non, clairement pas. Mais c'est du kiff. C'est un asset que tu construis aussi. Ouais. C'est de l'intérêt composé. Exactement. Tu vois, c'est un peu, il y a pas mal de trucs que c'est clairement au cœur des intérêts composés. Mais c'est vrai que la façon dont vous avez construit la communauté, c'est assez impressionnant. Il y a un truc que dans l'épisode précédent, Guillaume disait, tu vas me dire si c'est ça, mais moi je pense que te connaissant un peu en perso, je pense que tu seras d'accord avec ça. Lui disait, le secret en fait pour faire du contenu genre quali, c'est pas avoir honte. Ah ouais, alors là... même si tu sais que quelque chose peut ne pas fonctionner,
mais go, t'y vas, et puis limite, c'est pas humiliant, tu vois, mais genre t'es là, et, en fait, ne pas avoir peur de il l'a pas dit comme ça, mais en gros, ne pas avoir peur de l'humiliation, tu vois, ou du fait de te taper la honte, quoi, parce qu'il n'y a pas de honte, quoi. Puis les moments où je me tape le plus la honte, c'est bien sûr les vidéos qui font le plus de vues, tu vois, donc... les vidéos pour faire le buzz. Voilà, les vidéos où je danse, où je fais n'importe quoi, où je fais de l'acting de merde, là, c'est là où elle kiffe le plus et elle partage, tu vois. Donc vraiment, j'ai déjà des gens qui m'ont dit « Attends, je t'ai vu dans la story d'une de mes potes en train de faire une danse, c'était quoi cette histoire ?» enfin, mais vraiment... parce que t'es toi-même aussi. Oui, et je pense... T'as pas peur, tu oses faire mais ça, tu vois, c'est un sujet maintenant qu'on passe un peu cette barre de « Ok, bon là, je pense que le product market fit, il est bon, tu vois. Les étoiles sont alignées, comment on fait pour continuer à faire plus ? Et aussi, nous, notre but, c'est quand même de vraiment devenir sérieuse et que les gynécos nous recommandent à leurs patientes. Parce que c'est vraiment, ça fait partie, nous, on considère que les compléments alimentaires peuvent être un soutien à la prise en charge médicale, c'est complémentaire. Donc, les gynécos recommandent déjà certains compléments alimentaires de grands labos. Maintenant, on a envie qu'ils passent à nous et qu'ils valident notre approche et aussi qu'ils parlent de la communauté. Important, la prescription. Et aussi qu'ils parlent de la communauté SOVA. Tu vois, pas qu'ils parlent juste des compléments alimentaires, mais juste eux, en consultation, ils n'ont pas le temps d'expliquer ce qu'est le SOPK. Oui, l'éducation. Allez écouter le podcast SOVA, en fait. Sauf que comment on fait pour qu'un gynéco te recommande quand tu twerks sur ton Insta, tu vois? C'est un peu la problématique qu'on a en ce moment. C'est une bonne question entre démocratiser et être sérieux, quoi. Exactement. Parce que là, je pense qu'un gynéco qui tombe sur notre Insta, il se dit mais c'est qui ces guignols, tu vois? Après, ça reste des humains derrière. Mais si t'as des résultats qui sont prouvés et si derrière, effectivement, dans les podcasts, dans l'éducation que vous donnez, c'est vraiment... en fait, nous, on a à la fois des formats très, très sérieux et à la fois des formats très légers. En fait, on arrive... Je pense qu'on a un mix de tout. On a un mix des formats où je vais essayer de faire rire, de déculpabiliser, des formats où je vais parler d'un sujet très sérieux. Et c'est un bon mix, mais je pense qu'un gynéco qui tombe sur... je sais pas, il arrive sur notre compte un jour où ça fait 3 vidéos un peu marrantes qu'on a publiées, il se dit, mais vraiment, comment je vais recommander ces compléments alimentaires, tu vois? Moi, je suis d'accord avec toi, je comprends hyper la thématique, mais je pense qu'il y a une vraie et une fausse question dedans, tu vois. Dans le sens où, est-ce que c'est vraiment... Désolé pour le stéréotype que je vais faire, mais est-ce que c'est vraiment le vieux gynéco de 65 ans, tu vois, qui est comme ça, qui dit, ouais, non, je les aime pas. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui qui doit te recommander ou est-ce que c'est plutôt, tu vois, des gynécos qui vont tomber dessus et qui vont dire plus jeunes. Les sages-femmes, genre, en fait, c'est hyper éducatif et c'est la meilleure manière de finalement diffuser un message qui passe pas, que nous, en tant que professionnels de santé, on n'arrive pas à faire passer correctement. Mais dans ce cas-là, tu es sur ça, 5% des gynécos de France. Mais et vu qu'ils sont plus beaucoup, ça en fait vraiment pas beaucoup, tu vois. Parce qu'ils sont en voie de disparition, les gynécos. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vos canaux de vente, c'est principalement le e-commerce ou vous en avez d'autres? Non, c'est 99,5% d'e-commerce. Là, maintenant, on est dans 2 boutiques qui nous revendent Gapian et Pemlab. D'accord. Et les pharmacies les pharmacies, en fait, déjà, pour être en pharmacie, il faut quand même être recommandé par les pros de santé. Parce que vraiment un critère, ça, ou tu peux... Non, c'est pas un critère, mais si tu veux, qu'est-ce qu'on va s'embêter à aller en pharma si les gens peuvent commander sur notre site internet, être livrés en 2 jours et... On pourrait, mais c'est moyens. C'est des moyens. Enfin, en fait, la pharma, nous, on le voit vraiment comme... Quand on parle aux marques qui sont en pharma comme un enfer sur Terre, ça prend beaucoup d'énergie, ça rapporte pas tant que ça, c'est pas méga rentable, mais d'un côté, c'est bien de développer ton B2B pour le jour où tu veux revendre, c'est cool d'être en pharma. Nous, pour l'instant, si tu veux, c'est pas forcément le... On préfère d'abord commencer à aller voir les congrès, les gynécos. Ok, si on voit qu'ils commencent à beaucoup nous recommander, que eux nous disent « je préférais que vous soyez en pharma », là, on va déployer les moyens pour aller en pharma, tu vois. Ok, oui, En fait, c'est un gros investissement. La pharma, faut y aller quand même de manière assez sérieuse. Nous, toutes les marques à qui on parle, ils ont vraiment recruté, tu vois, ou les commerciaux, les commerciaux multicartes et tout, mais... Va prendre un commercial qui va aller en pharma pour expliquer le SOPK, tu vois. Ok, non, parce que moi j'ai un de mes clients food qui pour le coup s'est lancé en pharma et via un réseau, et donc il est rentré dans 80 pharmacies d'un coup. Et, mais après, c'est peut-être spécifique à certains produits différents, mais je me dis, les gummies, c'est vrai que moi je les ai beaucoup vus aussi en pharma.
Ouais, mais les gummies. Mais c'est autre chose, bien sûr. Non, mais c'est autre chose. Mais c'est intéressant, ok, si pour vous, c'est une perte de temps. Non, mais je trouve que ça permet de En fait, c'est inconscient, mais ça permet de crédibiliser aussi, surtout un produit en pharmacie. Dans ma tête, je me dis, c'est validé par la communauté médicale. Oui. Enfin, c'est peut-être mais t'as complètement raison. Je pense que c'est vraiment une histoire de flemme. C'est un métier aussi. Non, de priorité. Oui, de priorité. Je pense que c'est en toute transparence. On a aucune raison. Ça marche bien, allez-y. Aujourd'hui, on n'a aucune raison de pas aller en pharma. Je suis d'accord. On se trouve des excuses parce qu'on a la flemme, qu'on voit le boulot monstre que c'est et qu'on a d'autres, en effet, priorités qui sont notamment l'international. Tu vois. Non, mais vu votre croissance sur l'e-commerce, moi, je m'embêterais pas à aller démarcher pharmacie par pharmacie. Je comprends tout à fait. Oui. Mais même si on veut y aller en masse, on n'est peut-être pas encore assez grosse pour d'un coup arriver et dire bon, allez, tu nous références, tu vois. Donc je pense que 2024, c'est un sujet. On va s'y mettre. Tu vois, là, on va être sur Pharmedistore, enfin sur certains trucs. On essaye d'approcher, peu online, les pharma online et tout. Mais bon, pareil, eux, ils te font des grosses promos qui font que quand la personne tape ton produit, elle tombe sur les promos des parapharmacies. En fait, votre marge, elle est moins. Oui. Voilà. Donc si tu veux, pour l'instant, on est un peu. Ouais, on va d'abord faire l'international, je crois. Non, puis moi, vous maîtrisez le discours. Vous avez une communauté qui est plus engagée, qui va, comme tu disais, bien prendre vos produits et pas juste tomber là-dessus en pharmacie, que quelqu'un lui explique mal. Et surtout que je pense qu'en vrai, votre communauté, quoi. Le pharmacien ne sera jamais prescripteur de notre produit. Moi, j'y crois pas. Bah, ils ont tellement de produits aussi. Voilà, en fait, pour qu'ils comprennent ce que c'est. Voilà. Ouais, et tu as un turnover, je crois, dans les pharmacies qui est énorme en termes de personnel. De vente. Donc du coup, c'est très compliqué de former. Il faut que tu repasses tout le temps pour former. Enfin, faut trouver les. Ouais, pour l'instant, je préfère être encore derrière mon ordi. Viens, on lance les UK, l'Italie et tout, et après on verra. Non, mais c'est smart. Hein. Je pense que c'est la bonne décision. Je sais pas. C'est la bonne décision pour le moment. Ouais. Je pense que on fait en fonction de ce que nous on a envie de faire, et là pour l'instant l'international nous excite un peu plus que la pharma. Ça c'est aussi la clé. Pourquoi international? Parce que le SOPK c'est pas un problème juste de français. Mais pourquoi tout de suite? C'est ça que je veux dire. Est-ce que... parce qu'il y a une personne. Donc en fait il faut qu'on se positionne très tôt, tout de suite. Et que c'est pas non plus méga compliqué. C'est beaucoup de démarches administratives un peu chiantes et tout, mais c'est pas méga compliqué. Nous, je pense que ça nous réexcite un peu aussi d'aller refaire des commus dans, tu vois, tous les autres pays, genre de recommencer, genre la commu au début. Au UK, tu vois, ça prend un petit peu et c'est marrant d'avoir des messages de nanas de Londres qui t'écrivent. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça trop énorme. Vous êtes à quel pays là du coup? Là, on a fait notre compte en anglais, donc on cible UK et Pays-Bas. Vous avez refait un nouveau compte? Ouais, un compte Insta, du coup... Ça, c'est une question de certaines marques qui s'ouvrent à l'étranger, qui se mettent en anglais avec du français. Nous, vu qu'on veut vraiment être sur le même modèle, c'est-à-dire quand même avec une acquisition organique sympa, et pas faire que de l'ADS, et voilà, on considère que c'est bien d'avoir une vitrine et une communauté assez... chaque pays. Dans chaque pays, ouais. De toute façon, dans la logique, ton compte anglais, il va prendre le dessus, logiquement, si tu grossis sur ton compte français, au final. Après, on va être juste au UK. Hein. Ouais, pour l'instant. Oui, mais les États-Unis, oui. Dès que tu rentres aux États-Unis et que tu as de l'acquisition, tu vas exploser sur ton compte américain, logiquement. Enfin, anglophone. Oui, c'est ça. Et puis, anglophone, tu parles au monde entier aussi. Tu vois, donc en fait, dès que tu t'ouvres, là, tu vas pas faire un compte en italien ou en portugais demain, tu vois. Si. L'italien, si, on le fait. L'italien, on va le faire pour de vrai. Non, mais vous êtes des dingues. En fait, j'adore. C'est pas trop compliqué avec tout ce qu'on a en français. C'est pas vraiment pas compliqué. Oui, tu remets dans la langue. Tu remets dans la langue. Je pense que je vais essayer de trouver. Je trouve pas le logiciel. Comment ils font les gens? Je sais. En plus, je le connais, mais je me rappelle plus. Attends, je l'ai dans. Ouais, mais parce que genre t'as caption le truc classique là, mais ça marche pas, ça synchronise pas bien. C'est un rendu vraiment pas bon. Donc je cherche si quelqu'un a un logiciel pour vraiment faire. Ou après, moi j'aimerais bien aussi prendre une petite nana, une petite Rital, tu vois, qui fait bien italienne et qui fait les reels. Qui prend le lead. Qui prend le lead, tu vois. Ok, trop cool. Donc en fait, la strat là, ça c'est hyper intéressant. En termes de com, tu veux créer à chaque fois, donc faire de l'organique, donc recréer des comptes Insta, parce que c'est votre canal principal, avec déjà potentiellement pas toi, qui interagit, je suppose. Et donc des gens dont c'est la langue natale et qui vont recréer la communauté. Donc typiquement, au final, tu aurais genre sauvé en français, sauvé en espagnol, sauvé en italien, allemand. Allemand. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, allemand, il y a un vrai sujet avec l'Allemagne. Mais c'est pour ça du coup que tu veux pas aller, parce que tu as une strate hyper digitale. C'est pour ça que pharmacie, etc. En fait, tout ce qui est
genre canal physique. Retail. Ouais. Bah, en fait, en France, on en est à cette étape-là. En France, on en est à cette étape de OK, le B2B, il va falloir qu'on y commence, qu'on s'y intéresse petit à petit. Et tu vois, notre rêve, ça serait d'avoir un lieu physique Sova, en vrai. Ah, génial. Ouais. Mais dans 3 ans. Ouais, Sova House, même une maison médicale. Enfin, je sais pas, tu peux imaginer plein de trucs. Mais un lieu dédié au SOPK. Tu vois, on veut que les gens qui ont les SOPK puissent se retrouver. Enfin, en fait, on est en train de faire tout ce que vraiment on aurait aimé avoir, tu vois. Moi, j'aurais trop aimé pouvoir dire à l'époque, OK, vas-y, je vais passer une journée à Paname, je vais à un lieu dédié au SOPK, on va tout m'expliquer. Ouais. Mais mon rêve, quoi. Donc, on a trop envie... Enfin, pour l'instant, nous, c'est des idées qu'on a comme ça. On sait vraiment pas où ça va aller, mais on voit les choses en grand et loin. Donc, si tu veux, sur les autres pays, c'est pareil, on commence full digital pour tester, pour voir si... parce qu'en plus, tous les pays n'ont pas le même rapport aux compléments alimentaires. Les Italiens, c'est le plus gros pays consommateur de compléments alimentaires, on ne le savait pas. Donc eux, ils en prennent à gogo. Les Allemands, ils ont besoin vraiment d'une caution scientifique. Ouais. Donc en fait, en fonction de chaque... voilà. En fonction de chaque pays... voilà. En fonction de chaque pays, la strate va être différente. Donc nous, c'est aussi intéressant d'apprendre. Et puis après, dans chaque pays, on avisera, OK, est-ce que le B2B est intéressant ou pas. OK. Voilà. Ouais, hyper intéressant. C'est... Ouais, en vrai, moi, je trouve ça hyper strat. Toute l'acquisition est organique ou vous faites des ads aussi ? Non, maintenant, on bombarde un peu plus en ads, mais on a commencé avec... j'ai commencé les ads milieu d'année, là. Et on a vraiment augmenté le budget en octobre, mais sinon, c'était 80%. Donc le 100 000 par mois, vous l'avez passé en organique ? Ouais, en organique. Ouais. Enfin, t'avais 10% d'ads, quoi. OK. Ouais. Propre. Ouais. C'est cool. Mais c'était nos mois de promo. En fait, on a 2 mois de promo dans l'année, c'est pour ça qu'on fait des gros pics. Et parce qu'à chaque fois, elles le savent, maintenant, on communique... C'est vous qui avez décidé les mois ou... Ouais, en fait, on fait notre anniversaire de commercialisation en juin et notre anniversaire de communauté en novembre. Trop cool. Donc, c'est un peu avant le Black Friday. Et juin, c'est pareil, c'est pas loin des soldes. Mais c'est les 2 seuls promos de l'année. Et nos clientes qui nous suivent depuis le début, elles le savent. Donc, le jour où on lance les promos, laisse tomber. Hein. On a 80... Je crois qu'on a eu 75% de réachat. Le premier jour des promos. Non, elles attendaient toutes avec leur carte bleue, je pense en mode allez, je fais mon plein juste pour les 6 prochains mois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a 2 gros pics à chaque fois. OK. Et en parlant de ça, on en est à combien là ? Attends, tu vas. On va peut-être passer le million en live. Franchement. Non, mais en vrai, 1 million, c'est non, mais c'est vendredi, donc c'est un jour très calme. Zut. On reviendra. Attends, on reviendra. De faire passer la carte. Non, il reste 50 €. Ah ouais ? Il reste 50 €. Allez, bon. Carrément, bah, ça va passer. D'ici la fin du live. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, j'avoue. Peut-être qu'il y aurait. Ouais. Not yet. On a Evan qui passe. Moi, il y a un truc que je trouve cool, c'est qu'en fait, tu incarnes hyper Sova. Je pense que c'est un peu à l'origine du succès aussi. Ouais, d'incarner, ouais. Et comment on fait pour définir à l'origine, comment tu as fait plutôt pour définir les valeurs, tu vois, de Sova, les ancrer et qu'elles soient ressenties par toute la communauté ? On a pris nos valeurs, je pense. Ouais. On sait pas... Comment tu définirais du coup les vôtres du coup, et celles de Sova ? Mais tu vois, je crois que je les ai jamais posées sur papier. Mais au début, si, on avait dit expertise, bienveillance. Et expertise, bienveillance. Je pense que c'est... Peut-être qu'il y en aurait une troisième, mais... la communauté, partage, tu vois, le partage, ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça qu'on avait écrit en plus au tout début. C'était bienveillance, partage et expertise. Nous, l'expertise était importante dans le sens où on veut apporter de l'information qui soit vérifiée à chaque fois, tu vois. Et donc, au début, c'était vraiment ce qui nous guidait. On se disait, OK, et en fait, après, c'est juste, moi, je fais ce qui me paraît être bien. Et ça, du coup, ça correspond, ça découle de mes valeurs. Mais comme tu as des leviers, je te pose cette question parce que, de toute façon, tu le sais, puisqu'on bosse ensemble, mais moi, je travaille beaucoup sur les différentes courbes, tu vois, donc les différents leviers. Tu as un levier de croissance, tu es censé te stabiliser. Et ce qui est trop cool dans ton discours, c'est qu'en fait, comme tu anticipes vite, là, tu vois, vous passez à l'international assez vite, logiquement, votre courbe de croissance, sa stabilité, elle va être hyper faible. Ouais. Parce que direct, tu pars à l'international, c'est assez logique. Mais du coup, est-ce que tu ne crois pas qu'à chaque step, tu
tu vois, reprendre un peu la raison d'être, les valeurs, etc., les réincarner, tu vois, pour les renforcer, on va dire. Est-ce que c'est pas strat? En fait, c'est plus une question aussi pour comprendre mieux, tu vois. Est-ce que toi, tu penses pas qu'à ce moment-là où tu vas chercher d'autres communautés, du coup, italiennes, anglophones et tout? Est-ce que, en fait, je pense que c'est intéressant, mais est-ce que la question qu'on devrait pas se poser, c'est est-ce que ces valeurs vont correspondre au pays aussi, tu vois? Ouais, mais en fait, ouais, pourquoi pas. Genre, c'est-à-dire que le fit, ce que je veux dire, c'est le. Moi, je pense que quand on approche un nouveau produit, parce que là, c'est le cas, tu vois, toi, tu rentres sur un nouveau marché, etc. Donc, que ce soit américain, chinois ou quelle que soit ton origine ou ton pays, quand tu vois arriver un produit, en fait, c'est les valeurs de ce produit, de cette boîte, tu vois, qui te parlent ou qui te parlent pas, clairement. Et je pense que toutes les personnes concernées par la SOPK, quelles qu'elles soient, elles sont incarnées par l'écoute, la bienveillance, le partage. En fait, on m'a dit par exemple que pour l'Allemagne, ce truc de partage bienveillance, ça marche moins, quoi. Ouais, dans le sens où ils aiment pas rire, ils aiment pas trop déculpabiliser, ils veulent du sérieux, tu vois. Donc est-ce que là va pas falloir qu'on soit en mode expertise, honnêteté, enfin je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il va pas falloir qu'on s'adapte un peu plus? Et c'est pour ça aussi que ça serait intéressant d'avoir une personne du pays qui incarne la marque aussi, et pas forcément moi, parce que je pense que je suis très française peut-être dans mon approche et dans ce que je fais sur les réseaux, alors qu'en Allemagne ça va pas forcément marcher. Au UK j'ai moins de doutes. Mais en Allemagne, est-ce que ils vont pas vouloir vraiment qu'on soit sérieuse, tu vois? Et le truc, c'est que moi, ça me demande un effort, vraiment. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est plus smart de faire ça? Ou alors, est-ce que quand même, ça reste toi qui incarne la marque? Parce que trouver quelqu'un qui incarne autant la marque et les valeurs... Enfin, même si c'est des valeurs un peu différentes que toi... en vrai, je sais pas si moi, je serais vraiment capable de bien incarner le sérieux. Je pense pas que... ça marche pas si tu... Non, mais moi, je pense que en fait, de mon point de vue, tu devrais même pas. Tu vois, genre dans le sens où t'es pas obligé de leur... Finalement, alors oui, évidemment que c'est intéressant d'aller chercher le marché allemand, etc. Et peut-être adopter une stratégie, évidemment, tu vois, genre adopter... Mais je pense pas que... Enfin, et je sais que c'est pas ce que tu as voulu dire, mais moi, j'irai jamais changer les valeurs, tu vois, de la boîte pour ça, ça c'est certain. Mais globalement, hyper d'accord dans l'idée d'adopter, tu vois, genre une stratégie un peu différente. Mais je pense que il y a un côté... ça, limite, c'est ce qu'on t'a dit, tu vois, et ce que là, tu dis, c'est aussi une partie d'intuition. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il y a peut-être un truc à vérifier, tu vois, ou se dire, vas-y, en fait, peut-être que, certes, l'Allemagne, et je pense pas que ça va être le seul pays, tu vois, genre peut-être les pays du Nord ou les pays de l'Est, tu vas avoir sûrement des thématiques un peu similaires, tu vois, peut-être plus validées médicalement, etc. Et donc, du coup, c'est limite une autre strate à mettre en place, mais en définir les contours, tu vois, pour en définir les contours, en fait, ma question, c'était, est-ce que vous ancrez les valeurs, ou est-ce que, et basé plus sur l'intuition, ou est-ce que c'est plus, on va chercher à voir un peu ce qui se passe je pense qu'on va y aller step by step. Tu vois, au UK, on a pris exactement la même stratégie. Et on voit que sur la population UK, ça marche bien. Par contre, on a moins de retours et d'engagement de la communauté Pays-Bas. Tu vois. Parce que Pays-Bas aussi, ils aiment bien, mais c'est un peu des Allemands sur les bords, quoi. Donc est-ce qu'on va pas carrément faire un compte dédié aux Néerlandes, tu vois, où en gros, on est plus sérieuse? Parce que là, je fais exactement les mêmes conneries sur le compte anglais que je fais. Je retourne des vidéos que j'ai tournées en français, je les retourne en anglais avec vraiment la même intonation et tout. Et ça marche bien. Mais par contre, on n'a pas cet engagement de l'autre pays. Donc, est-ce que... je pense qu'on va y aller comme ça. On va commencer par être nous-mêmes, retraduire nos meilleurs posts, les trucs qui ont le plus marché. Et après, on adaptera. Pour l'Allemagne, tu vois, si on voit que ça prend pas du tout, est-ce qu'on va pas aller chercher des médecins allemands ou je sais pas. Oui, on verra. Intéressant. Mais c'est pas la première fois ce retour sur l'Allemagne, je l'ai souvent en mode eux, ils ont vraiment besoin de sérieux en fait. Ouais, carrément. Ils ont. Ouais, mais peut-être aller définir des contours, tu vois. Je suis d'accord, c'est clair, l'intuition. En vrai, de toute façon, il y a un peu des stéréotypes sur certains pays qui sont vrais. On en a sur la France, on en a sur tous les pays, et sur les Allemands, c'est clair que c'est une approche un peu différente, c'est sûr. Mais peut-être, clairement, du coup, il y a des espèces d'enquêtes, tu vois, à faire pour aller comprendre un peu les contours, ça c'est certain. J'avais une question, je l'ai oubliée. C'était sur le développement produit. Comment tu parlais tout à l'heure de nouveaux produits que vous développez. Comment vous faites pour choisir lesquels? Bon, j'imagine que vous basez sur la communauté, mais quels sont un peu les next steps?
Comment vous voyez la suite? Nous, après, on comprend aussi très bien le SOPK. Ouais. Donc, on comprend comment il fonctionne, comment il s'aggrave, comment il peut être rétabli, en quelque sorte. Donc, on a commencé par 2 produits qui sont la base et qui concernent le plus de personnes concernées par le SOPK, donc, qui est la problématique de la résistance à l'insuline, donc mauvaise gestion des sucres, en gros. Après, on a été sur la problématique de l'inflammation et l'acné, parce que pareil, c'est un des symptômes qui... Tu vois, donc on va sur chaque problématique comme ça, on veut tout couvrir. Okay. Après, tu vas avoir, par exemple, sur les prochains produits, tu vas avoir des soucis de... tu as beaucoup de personnes qui ont le SOPK qui sont concernées par, en gros, des soucis de ballonnement, etc. Donc là, nous, on va s'adresser à ce problème-là. Et, enfin, tu vois, en gros, c'est comme ça qu'on... Pour le coup, on ne se base pas trop sur l'avis de la communauté là-dessus. Parce que, en fait, si tu les écoutes, typiquement là où il ne faut pas les écouter, elles nous disent tous qu'elles veulent un produit pour réduire la pilosité. Parce que, voilà, quand tu as le SOPK, tu as de l'hyperpilosité, notamment au niveau de la barbe, de la moustache. Tu peux avoir vraiment des poils noirs et drus, enfin, vraiment une barbe qui pousse, quoi. Et c'est vraiment le symptôme, pour une femme, avoir de la barbe, c'est un des symptômes les plus handicapants. Ouais. Et du coup, elles nous disent toutes, nous, on veut un complément pour la pilosité. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Et même si on en fait un, les plantes qui peuvent aider pour ça sont des plantes dangereuses sur le long terme. Okay. Ça, elles ne peuvent pas le savoir. Donc forcément, qu'elles nous demandent un produit pour la pilosité, elles aimeraient bien prendre un complément 3 mois et plus avoir de pilosité. Mais la gamme que vous donnez, ça doit aider à régler. Voilà. En fait, nous, elles agissent à la racine. Tous les produits qu'on fait agissent à la racine du problème. Voilà, ouais. Si, là, on pourrait faire un complément qui cible principalement l'excès de testostérone et l'excès de DHT, c'est l'hormone qui va être responsable de la pousse, de la barbe, etc. On pourrait. Il y a des plantes vraiment spécifiques, mais déjà, elles vont prendre le complément 3 mois, dès qu'elles l'arrêtent, ça revient, alors que sur les autres, beaucoup moins, surtout si elles ont une hygiène de vie correcte à côté. Et puis en plus, comme je disais, les plantes qui vont aider à ça sont des plantes qui, sur le long terme, soit c'est des plantes hormonales, c'est pas terrible, quoi. Tu peux pas le prendre sur le long terme, ce complément. Et c'est un cache-misère, un peu comme tout traitement que tu pourrais avoir. Du coup, nous, notre discours, c'est de les éduquer et leur expliquer qu'en fait, il faut aller agir à la racine du problème et pas prendre un truc qui agit sur tel symptôme spécifiquement. Okay. Mais et voilà, là, typiquement, tu vois, on n'écoute pas la communauté là-dessus parce que sinon, on ferait n'importe quoi. De toute façon, il faut garder un aspect un peu innovateur, tu vois, et toi, aller observer et chercher à... C'est clair. Tu peux pas alors que ce produit nous rendrait tellement riches. Parce qu'elle l'achèterait tout le temps et tout. Oui, mais ça va pas dans vos valeurs. Mais ça va pas dans nos valeurs parce qu'il aurait des risques pour la santé. Potentiellement, il pourrait leur créer d'autres symptômes parce que les plantes, ça peut être des plantes qui vont agir sur la détoxification du foie. Quand ça fait trop, ça peut donner de l'acné. Tu vois, donc tu as plein d'aspects où on y a réfléchi, mais en fait, c'est pas la bonne solution pour elle. Donc, on va pas le faire. Okay, voilà. Super intéressant. Et après, nous, on fait aussi... là, on se développe sur d'autres gammes que les compléments alimentaires. On aimerait bien faire un peu de food, tu vois. Okay. On aimerait bien faire des cosmétiques. Bon, on en a un qui sort en janvier. Génial. Donc, tu vois, on se diversifie. Ouais. Parce qu'aussi, les compléments alimentaires, voilà, c'est quand même très compliqué. Oui, rien que par rapport à ce flou juridique qui est un peu, où tu as un peu cette menace, c'est important aussi de diversifier les risques. Sur la cosmétique, c'est déjà beaucoup plus simple. Nous, on voit ça comme beaucoup plus simple, la cosmétique. Ouais. Ok. Okay. Vous êtes en full bootstrap jusqu'à maintenant ? Ouais, on a eu notre prêt il y a 2 semaines, mais si tu veux, il est sur un compte en banque. Il n'était pas forcément nécessaire, quoi. Un prêt dans une banque bancaire, classique pour la trésorerie, du coup. Ouais, c'était ça. En fait, c'était pour avoir un peu d'avance de cash pour. Vous n'avez pas fait d'emprunt jusque-là ? Non. Waouh. Ok. Ouais, on a fait notre argent, donc toutes mes économies sont parties dans Sova. J'ai plus d'argent. Pareil, là, c'est bon, ça revient. Mais on a mis pas mal de nos économies et nos parents ont mis 15 000. Ils ont mis 1%, ils ont 1% chacun de la boîte. Ok. Donc ils ont mis 15 000 au début. C'est toujours encourageant qu'ils croient en vous, au clairement. projet. C'est cool. Ouais. C'est important ça ? Ça a été important au début ? Après, qui croient en nous. Sœurs, donc, en fait, c'est ça. Je pense qu'on aurait fait ça l'une ou l'autre de notre côté, ça aurait été différent. Là, le fait qu'ils voient qu'on était toutes les deux et aussi, on a commencé la communauté bien avant, nous, lancer Sova. C'est-à-dire qu'on a lancé la communauté en novembre alors que nos produits sont sortis en juin.
et que les gens les ont eu entre les mains qu'en août. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, nos parents, ils voyaient ce qui se passait sur les réseaux. Donc notre mère, elle était là à regarder les commentaires, déjà regarder mes danses sur TikTok. Elle me disait, oh là là, j'aime trop quand tu fais des trucs comme ça. J'étais, ok. Genre quand je faisais des traînes, elle était là, oh, ça m'a trop fait rire et tout. Et puis après, elle regardait les commentaires. Ouais. Et en fait, elle se disait, ah ouais, c'est un vrai truc, tu vois. Mais même mon ex à l'époque, quand on a commencé à poster sur les réseaux et qu'il a vu l'engouement, il a fait, oh, il se passe un truc. En fait, il se passe un truc et c'est un vrai problème. Genre, c'est pas dans la tête des femmes ou genre, c'est pas un petit problème de niche de je sais pas quoi. Quand tu fais 500 000 vues sur un TikTok et que t'as plusieurs milliers de commentaires de nanas qui disent « Ah, moi aussi, j'en peux plus » et tout, tu te dis « Bon, bah voilà, mes futures clientes, elles sont là. » Et du coup, je pense que nos parents, quand ils ont vu ça, ils étaient là en mode ouais, bah en fait, c'est sérieux, quoi. Ouais, c'est très, très sérieux. Ouais. Et puis le fait qu'on ait mis tout notre argent aussi, ils se sont dit, bon, ok, elle rigole pas, quoi. Enfin, non, c'est clair. Mais vous, justement, vous n'étiez pas stressés de lancer entre sœurs Bah, en fait, on n'a jamais été aussi proches avec la boîte. Enfin, ça nous a grave rapprochés. On se connaissait pas trop avant, en vrai. Non, mais c'est sûr, c'est une aventure tellement forte. De la même manière. Ouais. En tout cas, sûrement, bah, on pouvait pas se blairer. Mais beaucoup de personnes ont peur de travailler en famille, que ça crée des. Tu vois, si en cas de problème. Bah, c'est pour ça que, honnêtement, les débuts n'ont pas été faciles avec ma sœur. Hein. Il y avait beaucoup de disputes. Je vais apprendre à travailler ensemble, à se connaître. Ouais, la communication n'était pas terrible et tout. Quand on sait pas où on va. Ouais, exactement. Mais là, beaucoup mieux. Enfin, là, ces derniers mois, on a vraiment trouvé... Mais oui, je vais pas dire que c'était ultra simple tout le temps. On n'a jamais été aussi proches. Mais aussi, quand on s'engueulait, t'as pas le même enjeu quand tu t'engueules, quoi. Avec ta sœur que quand c'est ton associé aussi. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est comme un mariage, je crois. Ouais, exactement. mais non, ça c'est... Voilà, honnêtement, les premiers mois n'ont pas toujours été faciles, surtout avec la pression les labos nous écoutaient pas, enfin c'était compliqué. Mais là, ces derniers mois, c'est beaucoup mieux. Donc, quand les choses vont aussi bien. Oui. D'ailleurs, on en a combien Attends. Non mais. Je crois qu'il y a ton papa qui a commenté. Ah ouais, ne dis pas de bêtises sur ta mère. Aïe. J'ai rien dit. Que du positif, Laurent. J'ai dit vous avez été gentil à nous soutenir. Non, mais ça bouge pas, je te dis. C'est ça qui est trop cool avec le live, c'est que tu vois, tu peux avoir en direct, du coup des réactions comme ça, c'est marrant. Ouais. Mais non, hein, on est vendredi, donc ça passe pas. Non, on est à 50 €, c'est pas grave, on va dire qu'on est au milieu. Ouais. En live. On est au million. Quasiment. Félicitations. En vrai, c'est incroyable. Bravo pour tout ça. Et ouais. Et du coup, les levées, qu'est-ce que tu penses de la levée de fonds ? Prévu, pas prévu ? Ouais, du coup, cet été, justement, quand ça s'est un peu accéléré, j'ai eu un peu cette FOMO de dire, OK, si jamais il y a quelqu'un qui se lance et qui fait une grosse levée de fonds, enfin, faut pas qu'on se fasse dépasser. On en a beaucoup parlé, j'ai parlé à quelques BA et je me suis fait calmer direct. Ah ouais ? Ouais, ils m'ont tous dit, reste, lève pas. Genre, tu vas, enfin, c'est pas... utile. Pas forcément utile. Et en plus, en fait, par exemple, pour l'international, même si demain, nous, on a envie d'accélérer comme des malades, en fait, on peut pas parce que tu as ce truc de... Tu dois adapter ton produit à la législation. Ça prend 6 mois. Donc, en fait, un produit, pour le préparer à être vendu dans un autre pays, ça nous prend 1 an. Donc, je peux en avoir des millions sur le compte. Dans tous les cas, je peux pas vraiment accélérer. Que j'ai de l'argent ou pas, cette partie-là, ce temps, il est incompressible. Ouais. Donc, en fait, ça nous sert à rien. Parce qu'on pourrait accélérer... même si on avait beaucoup d'argent, on pourrait pas accélérer autant qu'on veut. Okay. Par exemple, en France, vous pourriez attaquer toutes les pharmacies, avoir une équipe commerciale, mettre plein d'ads, comme tu disais, ou faire 3 fois plus de création de contenu. Je sais pas. Hein. Ouais. Mais c'est pas le... Ouais. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est de choisir quelque chose qui est aligné. Et je pense que quand tu as des investisseurs, par exemple, tu es beaucoup plus sur le retour sur investissement, moins sur vos valeurs, vous, de partage de bienveillance. Donc, on te dit, pourquoi tu crées tout ce contenu éducatif alors que ça te rapporte pas d'argent, ton podcast, il te rapporte combien et me fait perdre de l'argent, arrête-le, non. Donc, je pense que tu gardes une certaine liberté aussi de faire vraiment ce que tu as envie de ta boîte. Par contre, on n'est pas du tout fermé. Bon, je sais pas si un jour ce truc sortira, mais on n'est pas du tout fermé à avoir des BA potentiellement conseils. C'est-à-dire quelqu'un qui a 1 ou 2% et qui te guide, qui peut mettre un peu de cash s'il veut, tu vois, et un peu en mode mentor. Parce que mine de rien, moi je pense que pour moi c'était très facile.
Là, le 0 à 1 million, easy. T'avais déjà lancé d'autres boîtes, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Donc, en fait, si tu veux, moi, le MVP, le market fit, facile. Après, De toute façon, c'est super smart de s'entourer de gens qui l'ont déjà fait ou qui peuvent te guider. Tu peux te construire un board aussi. Oui, voilà, exactement. Prendre des buzz, choisir toi-même. Mais en vrai, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut faire soi-même. Et évidemment, c'est trop cool, tu vois, de faire un peu un appel à s'il y a des gens intéressés. Mais je pense que c'est un peu comme hier, je discutais avec une amie de l'écosystème de confiance. Tu vois, genre en gros, comment tu fais pour construire ces 5 personnes qui t'entourent en gros et qui te font... t'as un peu ça, de toute façon, t'as plein d'écosystèmes comme ça. T'as ceux qui te motivent à toi, t'as ceux qui t'orientent sur ta boîte, tu peux en avoir plusieurs au final. Et en gros, moi, je pense, du coup, la question, c'était comment tu fais ça. Et moi, de mon point de vue, en fait, c'est juste tu prends les gens qui, pour toi, que tu admires le plus ou qui sont les meilleurs dans un domaine. Toi, qui sont Après, moi, c'est dur de savoir qui. Enfin, dans mon domaine, les compléments alimentaires, il n'y a pas beaucoup de marques que j'admire qui ont fait beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a des marques de compléments alimentaires qui ont fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui sont à l'opposé de nos valeurs. Mais justement, moi, je ne prendrais pas des gens dans les compléments alimentaires, je prendrais des gens dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines. Un peu innovant, etc. Mais que tu admires pour la croissance qu'ils ont pu avoir. Parce que c'est vrai qu'amener une boîte à 1 million, c'est une chose. Amener une boîte à 50 millions, c'est rien à voir. Il y a beaucoup moins de personnes qui l'ont fait. Donc quand tu cherches, j'en aussi, tu as moins de sources d'inspiration, en fait, tout simplement parce qu'il y a moins de personnes. Déjà, des entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc ensuite, dès que tu passes des steps comme ça, c'est... Ouais, et puis il y a un truc dont on parle, c'est vrai, au final on en parle souvent dans les podcasts, mais il y a aussi cette vision où en France on n'a pas trop le truc de je vais faire x10. Tu vois, on a plutôt l'ambition de dire bon, on va essayer d'aller chercher 2 maintenant qu'on a fait 1. Au lieu de te dire bon, j'ai fait 1. Next step 10, tu vois. Et finalement, toi, vous avez fait 1 en 1 an, tu vois. Donc, et next step 4, moi, je me vois pas faire moins. Milliards. Non, mais... Tout de monde en a dit. Et en vrai, c'est dur. C'est dur parce que là, j'avoue, quand je dis ça, tout le monde me dit comment tu vas faire, et je suis là... on va le faire. Je sais pas comment exactement. Si on a des idées de tous les canaux d'acquisition qu'on va pouvoir aller chercher et tout, mais c'est quand même... j'aimerais bien avoir quelqu'un qui l'a fait et qui dit moi en fait je me suis orientée là-dessus, c'était une erreur. On aimerait bien avoir nos guides, tu vois, là-dessus un petit peu. Donc là en gros vous faites, donc tu as dit 4, je pense que c'est un peu un lapsus révélateur en mode vous avez vraiment faire 4 millions l'an prochain. Ok. Et c'est quoi les on a mis 3 mais moi j'ai 4 en tête. Pourquoi pas 10? Parce que moi je pense que si on fait 10 on le fait pas bien. On le fait en mode cochon. Surtout lancer des nouveaux pays, ça prend du temps, quoi. Ouais. Tu peux pas faire de 0 à 100 direct, quoi. Voilà, exactement. Et rien que pour les trucs, le truc légal, juridique, en fait, c'est incompressible. Donc, mais j'aimerais bien faire... moi, j'ai 4 en tête. C'est déjà très bien. Carrément. Souvent, en plus, le fait de lancer plein de produits, etc., plein de pays, nouveaux pays, ça te ramène du recrutement, etc. C'est hyper dur à gérer. Oui, en fait, rien que ça, tu vois, même en France, je suis là, ok, je dois recruter. Je sais pas, si on est en train d'essayer de définir bien qui on doit recruter et tout, on a une méthode qui est assez claire là-dessus, tu vois, mais un recrutement ça coûte tellement cher, une erreur de recrutement coûte tellement cher, t'as la pression de ouf dessus, quoi. Donc, c'est marrant parce que j'ai discuté beaucoup là dernièrement avec plein de CEO et tout du programme, et le dernier pôle du programme, c'est comment on recrute bien les 4 parties prenantes, donc comment bien recruter des clients au final, comment bien recruter une communauté et comment bien recruter des collaborateurs, et tout le monde me dit mais en fait ça c'est déjà de 1, c'est hyper dur à trouver la technique. En fait, il n'y a pas de technique, tu vois. C'est un truc, il y a plein de méthodes que tu peux mettre en place, plein d'outils que tu peux utiliser, etc. J'en parle beaucoup, par exemple, avec Alexis, tu vois, de Gross Hiring, qui est quand même grave dans le sujet de comment tu vas chercher du hacking dans le recrutement et tout. Et en fait, bien sûr, tu as des méthodes, tu as plein de trucs à faire et c'est fonctionnel. Mais au final, c'est un truc qui est tellement variable, tu vois, que c'est hyper dur, en fait, d'aller chercher un parfait recrutement. C'est une métrique, en fait, l'humain, qui est trop dur à gérer. Mais même les prestats, même une erreur de prestat. Bien sûr. Tu vois, tu pars 3 mois avec un prestat, au final, t'avances pas, t'as déboursé tant d'argent et puis t'es en retard et puis tu peux pas contrôler. Quand tu délègues quelque chose, tu peux pas le contrôler. Donc, les prestats, le recrutement, en fait, je pense que c'est quand même, ça fait partie des choses qu'on sous-estime et qui pourtant peuvent faire péter une boîte. Ah, clairement. Donc, bien s'entourer. Et nous, je pense qu'on n'est pas forcément... Et en plus, on est sur un sujet dur, dans le sens où
ok, moi, la personne que je recrute, elle doit non seulement être forte dans son domaine, mais elle doit comprendre ce qu'est le SOPK. Et alors là, c'est beaucoup plus... Former quelqu'un là-dessus, ça prend du temps, quoi. Ouais, carrément. Non, en fait, il te faut des boss à tous les niveaux, quoi. Ouais, il me faut des naturopathes. Des nanas qui sont ultra fortes en santé, mais qui sont aussi des as du marketing, tu vois. Donc c'est super dur. Les pépites. Comment recruter les meilleurs. Ouais, exactement. C'est Alexis justement qui me parlait de ça récemment. Il y a un livre sur ça. Il faut que je le lise, je crois. Petit DM à Alexis. Hop. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et on dit que, tu sais, il y a un truc que j'ai lu récemment. Je crois que c'est de 0 à 500, il faut dire oui à tout. Et à partir de 500, il faut dire non à tout le monde. Ouais. Pour genre vraiment garder un côté hyper croissant, c'est rester le bon CEO pour ta croissance, tu vois. 500K. C'est un gros sujet. À partir de 500K, tu dis non à tout. Soon. Ah, on a un message 15h20. Ok. On a un message ? C'est Marion qui dit... je sais plus ce que je disais. Ouais, le côté qu'à partir de 500, à partir de 500K, il faut fermer en gros la porte à tout le monde. Tu vois, typiquement, moi, les calls, t'avais plein de gens qui me demandaient des calls pour m'aider, pour que je les aide. Ils avaient une idée de boîte, ils voulaient m'en parler, ou plein de trucs. Et maintenant, je disais oui tout le temps. Donc, je prenais 30 minutes de mon temps pour parler avec des gens. Maintenant, je dis non, quoi. Et ça me fait trop de mal parce que j'aime trop aussi partager. Mais c'est plus possible, quoi. C'est ça, en fait. À un moment, si tu penses à ta boîte, t'es obligé de dire non, quoi. C'est surtout... Je suis hyper d'accord, mais moi, je parlais plus, tu sais, partenaires et tout, et t'es sursollicité sûrement. À des moments, tu vois, exactement, oui. Toutes les marques qui veulent faire des collabs, toutes les machins, faut aller choisir les bonnes personnes, c'est pas facile. Tu peux pas dire oui à tout. Est-ce qu'on avait des questions ? Non, du coup. Je crois qu'on n'avait pas de questions. C'est ton papa. Ouais, ne dis pas de bêtises sur en tout cas, c'était trop intéressant. Je pense que ça va parler et aider beaucoup de personnes. Plein de valeurs dans ce live. Et encore bravo pour, merci, pour le mignon. Merci. On va pouvoir fêter ça. Ouais, j'espère. Peut-être. Mais surtout pour l'engagement. Les valeurs que tu portes, je trouve ça vraiment bien. Merci. Cool. Trop cool. Faut qu'on reste... moi, mon but, c'est de le rester, même en grossissant, quoi. Ah, il reste plus que... Attends. T'as vu, j'ai pas redemandé, j'étais cool. Et voilà. Il est passé. À 13 centimes. 13 centimes. 20 € et 13 centimes. Je sais pas si on peut le... Ça se verra pas trop, je pense. Bravo pour le mignon. Voilà. Trop bien. Putain. Waouh. Je vais appeler ma soeur. Félicitations. Trop cool. Et merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Des bisous. Merci à tous d'avoir participé.